Les démons sont là et dans l'urgence, tout doit disparaître. Tous doivent être annihilés car la mission d'empêcher le message qui peut bouleverser le monde d'être diffusé est primordiale. Et que ce soit les peuples anciens des géants, le nouveau Joy Boy ou des êtres venus d'un autre temps, tout se joue ici et maintenant. Zoro et Jinbei en danger? Le Gorosei face aux géants et à Luffy? Sont-ils véritablement des démons? L'éveil du robot géant, ça promet et on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1111 de One Piece, le bouclier solaire. Avec le manga qui va faire la couverture du Jump, le Monster Trio Ultra Badass et bien sûr un color spread où on va voir Luffy manger des frites sur des méduses et compagnie avec l'équipage Bonnie, Kuma. Et bien sûr en tant que grand youtubeur, je vais te lâcher la théorie nulle. Voilà, il y a 22 frites et dans 22 chapitres, je pense qu'il y aura la fin d'Egghead. Oui, c'est nul et en plus j'ai menti, il n'y en a même pas 22. Et bien sûr, il va y avoir 3 semaines de pause pour One Piece afin que Eiichiro Oda prenne un petit peu plus de temps pour peut-être penser à l'histoire. Il n'est pas forcément malade, mais c'est vrai que les chapitres de One Piece en ce moment sont assez courts et ça me fait plaisir dans le sens où là, de toute façon, on aborde un gros segment de révélation avec le message de Vegapunk qui va sûrement changer One Piece à tout jamais, qui est sur le point de lancer la saga finale de One Piece. Donc oui, chacun des mots doivent être travaillés et c'est pour ça que j'en attends beaucoup d'Oda lorsqu'il reviendra. Ce sera une véritable folie. Mais juste avant de parler de tout ça et même de ce chapitre, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné car nous suivrons One Piece jusqu'à la fin. Nous découvrirons la véritable nature des fruits du démon et la véritable nature du One Piece ensemble. Et bon, bref, commençons tout de suite en parlant de Zoro qui serait peut-être en danger, puisque le chapitre va s'ouvrir avec un Mars qui franchit la barrière du laboratoire. Bon, on l'avait vu exploser à côté et en réalité, on parle quand même de quelqu'un qui peut se régénérer quasiment entièrement, donc ça semble assez logique qu'il soit passé au travers, mais juste un petit arrêt pour vous dire que je le trouve littéralement magnifique. Je trouve que c'est le membre du Gorosei, les grands oiseaux comme ça, qui est le plus majestueux. En tout cas, Lucci a été battu. En plus, les découpes qu'ont laissé Zero, je les trouve juste magnifiques parce que on dirait qu'il s'est fait attaquer par un animal sauvage. On dirait qu'il s'est fait griffer. C'est fou, c'est Zoro. Et bien sûr, il ne peut pas bouger, mais surtout ne veut pas tomber. Et c'est alors que Jinbei va arriver. Et donc, il va juste l'attaquer directement. Il va en terminer le plus rapidement possible. Heureusement que Jinbei est là. Une patate, il va s'envoler hyper loin, bien sûr, avec une capacité. Il va attraper Zoro pour courir, car ils n'ont plus de temps à perdre. Jinbei a vu cet oiseau géant et ça sent très mauvais. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi ça me hype de ouf de voir que Jinbei est impressionné par le haki de ce membre du Gorosei alors qu'il a déjà affronté des Yonko. Oui, c'est monstrueux. Le Gozenmai Gawarashuto de Jinbei a fait mouche et en réalité ça veut dire aussi que Zoro n'a pas totalement one-shot Lucci. Enfin si, peut-être aussi, en tout cas il lui a mis un gros coup qui a fait qu'il ne peut pas bouger quoi qu'il en soit. Ils écoutent les ordres du capitaine et ils s'en vont. Donc Lucci a perdu face au deuxième des Mugiwara et même face au troisième. Oui, je suis désolé Sanji. Non, bien évidemment, on le rappellera jamais assez, Sanji restera toujours l'aile droite ou gauche, je ne sais plus, du roi des pirates. Oui, même si Jinbei peut être plus puissant, même si j'en doute en réalité, car Sanji a beaucoup step up, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'est presque comique à ce niveau-là. Lucci ne veut toujours pas tomber au sol, et alors qu'il va croiser Mars, il va y avoir un échange d'informations. Il va lui dire où se trouve donc l'ordinateur de Vegapunk. Il ne reste que 6 minutes, et alors que Lucci va faire la demande donc à Mars de ne pas tuer tout le monde, vu qu'il y a Kaku, bah Mars il se dit qu'il ne fera pas attention aux insectes, et c'est une dinguerie de voir à quel point en réalité, peut-être qu'il va y avoir une rébellion de tout le monde parce que tu peux faire partie du gouvernement mondial, tu peux faire partie des marines, mais les missions que le Gorosei demande, franchement, s'il n'y a pas des gens qui se rebellent, c'est un petit peu abusé. Un petit peu. Voilà, ça y est, je crois en la traîtrise de Lucci et en même temps, on parle d'un mec qui est littéralement un traître. C'est son taf, donc ne pas le respecter, ne pas respecter ses camarades, bah, il faut pas être étonné ensuite s'il te trahit. Et oui, on ne change pas un animal. Mais après, comme je vous l'ai dit les semaines dernières, j'attendais quelque chose au niveau de Zoro, étant donné que ça primait d'1,111 milliard de berries et que là, c'était le chapitre 1111. C'était juste parfait pour un Oda qui aime les chiffres, sauf si je me suis fait avoir par toutes les théories que j'ai vues sur les chiffres dans One Piece. Mais
Bon, sait-on jamais, peut-être que c'est encore le cas et que c'est juste le début d'un grand enchaînement qui va faire que Zoro va se retrouver dans de beaux draps. Est-ce qu'il va être emmené à Impel Down et ce serait enfin l'occasion de revoir Bon Clay? Purée, je sais pas pourquoi, j'ai grave envie de revoir Bon Clay en ce moment. Et en plus, ça pourrait amener à une intrigue super intéressante avec Jinbei qui se sentirait coupable si quelque chose arrivait à Zoro et ferait donc de Mars son véritable ennemi. Et étant donné que c'est la divinité de l'environnement, donc il doit peut-être aussi gérer les mers, l'endroit où habite Jinbei, alors se battre contre lui pour avoir une partie de territoire afin que les hommes poissons puissent vivre en paix à la surface face à la divinité du gouvernement, ouais, ça marcherait bien. Le combat d'un homme poisson, et en plus on verra Mars qui va rencontrer York, traître Vegapunk qui avait demandé à devenir donc un dragon céleste au Gorosei, et on verra bien si elle sera récupérée pour son intelligence ou juste être laissée par terre mourir comme ça, et franchement ça me dérangerait pas. Mais ça veut tout dire, Zoro et Mars sont extrêmement proches et on n'est pas à l'abri d'une rencontre. Et donc, ensuite, parlons de Nika et Luffy contre le Gorosei. Et si les capitaines géants sont là, c'est bien à l'initiative de Sanji qui a dit que le capitaine se trouvait au milieu de l'île et c'est pour ça qu'ils sont venus le récupérer. Parce que c'est urgent, il faut rejoindre le bateau pour l'évacuation. Même à la fin du chapitre, on verra Bonnie qui va se retrouver face à des vice-amiraux et sûrement qu'il y aura des affrontements, mais je vous avoue que ça m'intéresse pas forcément de voir des affrontements avec des vice-amiraux. Franchement, Oda, je sais pas, mais les marines, ils sont de moins en moins intéressants, surtout que le Gorosei a été révélé là. Bref, personnellement, j'aime bien le fait que Sanji ait appelé des alliés, même si lui est occupé à autre chose, même si son capitaine n'a pas le temps d'appeler des alliés, bah juste en appeler, tu vois, ça fait qu'il réussit à gérer un petit peu la protection de son capitaine dans un certain sens. Après, sait-on jamais s'il va leur arriver quelque chose, on est quand même là pour lancer la saga finale de One Piece, donc une petite perte à un niveau ou à un autre, ça pourrait être intéressant. Dans tous les cas, je la trouve juste géniale, la page de rencontre avec Luffy, il est juste minuscule face à eux, mais tu vois toute l'importance qu'il lui porte en le tenant entre leurs mains. Voilà, il siffle la grande corne pour siffler le retrait des géants, l'ambiance de Viking, elle a, tout le monde doit partir, mais j'aime ça, ça sent la tradition, ça sent l'ancien peuple. Et Dory et Brogy demandent donc à Luffy pourquoi il ressemble à leur divinité désormais, ce à quoi Luffy ne peut absolument rien répondre, il ne comprend absolument rien. C'est pour ça qu'encore une fois, l'arc Elbaf, purée depuis le temps qu'on l'attendait, sera l'arc de tous les apprentissages par rapport au passé, ça va être juste magnifique. Parce que rien que ce chapitre nous montre à quel point en fait ce sont des connaisseurs du passé, étant donné que quand ils vont voir l'immortalité du Gorosei, ils vont se dire ah, c'est bizarre, on connaît pas une puissance ou une race capable de faire ça. Oui, exactement, ce sont les géants, ils en savent sur l'histoire tout entière, c'est très intéressant qu'ils te parlent carrément d'une race capable de faire ça. Vraiment, la race des démons, on y est peut-être bientôt. Et bon, c'est surtout un chapitre où, au-delà de la parlotte, il va y avoir de l'affrontement avec Warcry qui va attaquer avec un rugissement de Haki des rois. Et désolé, mais je suis choqué de la puissance de ce Haki des rois quand même, qui est capable d'affecter des bateaux qui se trouvent dans la mer, hyper loin. Oui, niveau Shanks, mais quand même, se dire que Luffy est affecté par ça, enfin tu vois sa cicatrice envolée et compagnie, page marrante, comme d'habitude, mais c'est complètement fou qu'un Yonko soit affecté par le Haki des rois de quelqu'un. Je sais pas si tu te rends compte de la folie. Bon, ce qui me fume le plus, c'est pas la case où tu vois Luffy qui perd tout. Non, c'est de voir l'audience choquée de voir ce qui se passe avec Luffy. Oui, à quel point tu dois être déçu. T'imagines ta divinité que tu attendais depuis je ne sais pas combien de temps. Tu as entendu des milliards de légendes sur elle et tu vois que c'est un clown. Je sais pas, c'est sûrement pas à ça qu'il s'attendait. Est-ce que lui aussi va commencer à critiquer One Piece et dire qu'il n'y a plus de tension? Dans tous les cas, Warcry va transformer deux de ses défenses en lames et tout découper, tenter de découper Luffy, mais les deux géants vont le protéger, Swalin, et c'est juste génial en fait, tu vois vraiment que ce sont des légendes et qu'ils vont protéger leur légende qu'ils attendaient depuis longtemps, le Nika. Et franchement, c'est pas juste ouf de voir deux géants protéger Luffy comme ça.
tu sens qu'il est super important. Puis une autre attaque, ils vont repousser Warcury, et alors que Saturne, telle une ville araignée, en fait c'est littéralement ça, va tirer des boules de poison de loin, donc Luffy va les renvoyer en faisant n'importe quoi. Oui, il va prendre un arbre, le tailler, mettre de la peinture dessus pour en faire une batte de baseball, se trouver un casque, puis renvoyer tout ça. Au passage, 56 sur la batte de baseball, c'est normal, le 5 et le 6, ça fait Gomu en japonais, donc voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est juste lunaire, mais je trouve que ça marche bien avec l'ambiance des géants qui sont toujours avec un énorme sourire. Donc, voir le Nika qui fait n'importe quoi à côté, je sais pas, il y a un truc. Tout ça pour envoyer le venin qui va juste exploser sur le Gorosei. Et c'est juste génial, je trouve, de voir ce combat qui prend une toute autre dimension. On est vraiment dans la fin de One Piece où on dirait même plus des combats entre personnes, mais véritablement entre monstres. Et je ne le répéterai jamais assez pour ceux qui en ont marre de voir le Gear 5 faire des trucs marrants. Si vous voulez un combat où ça va devenir sérieux d'un coup, attendez le combat de Barbe Noire, parce que quand il va retirer donc cette forme Nika à faire n'importe quoi à Luffy, je pense que ça va prendre une autre tournure. Donc voilà, Saturne, Warcury et Joe Peter ont été touchés par cette explosion, mais alors qu'ils apparaissent sous une forme encore d'ombre, ils sont en train de se soigner. Et cette forme est monstrueuse et même démoniaque. Encore une fois, c'est bizarre, mais le combat est réel. Et j'attends encore la suite où Luffy va se transformer en géant, et comme ça on aura 3 géants et ça va être magnifique. Et plus que ça, en réalité, j'étais en train de me poser des questions quant aux cicatrices du Gorosei. Ici, on voit qu'ils sont quasiment immortels, ce qui choquera même Luffy et les géants. Donc, comment ça se fait qu'ils ont des cicatrices? Est-ce que c'est arrivé avant? Est-ce que ça montrerait que donc ils ont un point faible et qu'il faudrait pouvoir l'exploiter par la suite? Est-ce que c'est l'ancien Joy Boy qui a fait ça? Ou peut-être même le robot géant ou Zunesha, sait-on jamais? Voilà, des créatures un petit peu autres. On verra. Vraiment, ça, on le verra. Mais c'est vrai que Oda, je sais pas pour vous, mais depuis qu'il a introduit le Gorosei, la hype des amiraux, elle est tombée énormément. Et justement, on y vient. Parlons de Kizaru, mais surtout le mouvement du robot géant. Étant donné que je trouve qu'il n'y a aucun débat, Kizaru est KO, certes, mais ça se voit que c'est aussi un KO émotionnel. Ça se voit qu'il est mal, qu'il a un cas de conscience, qu'il se sent mal. C'est normal, il dansait avec un vieux, il mangeait avec lui, puis il l'a exécuté. Et franchement, je sais que je vous saoule avec ça, mais j'y crois à la rébellion, parce que sinon Oda, il nous aurait pas montré les choses de cette manière. Il nous aurait juste montré que, voilà, il tue Vegapunk, et après il tombe par terre, mais il nous montrait pas des têtes comme ça. Oh, non, me soignez pas, j'ai besoin de temps, s'il vous plaît. Tu vois, non, j'aurais fait, bon, je suis KO, ça y est, je reviens dans 2 minutes, enfin 2. Et bien sûr, Eiichiro Oda a montré bien trop de scènes de vie de Kizaru avec ses anciens camarades pour laisser tout ça en plan. Enfin bref, si on a bien un qui s'est trop reposé et qui dort depuis bien trop longtemps, c'est la forme en plein milieu de l'île. Le robot géant d'Egghead s'est levé sur l'île du futur qui vient en réalité du passé. Et c'est juste flippant. Je trouve que l'image d'Oda marche. Je vous le dis, c'est dans ce genre de case où on voit toute une situation, un paysage et un monstre géant que son style marche le mieux. Quand on a une vue d'ensemble avec plein de détails. Parce que c'est ça, Oda. C'est quelqu'un de riche et de généreux dans son œuvre et dans ses dessins. Il est très largement plus grand qu'un géant et dit étrangement qu'il est désolé envers Joy Boy. Quoi? La grande question est alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Joy Boy? Est-ce qu'ils ont oublié de venir l'aider dans un moment crucial avec Zunesha et donc ils ont été punis? Je trouve que le lore de One Piece devient de plus en plus intéressant. Je suis désolé, je trouve pas forcément énormément d'intérêt dans les combats de One Piece. C'est vrai en ce moment, mais le lore, toutes les questions, tous les mystères autour de l'histoire de cet univers, mais je suis à fond, j'ai trop envie de découvrir ça. Je suis beaucoup plus hypé par ça, par le discours de Vegapunk, que par le combat de Luffy le Gorosei. Non, je vous dis la vérité. Et je sais très bien que mes collègues youtubeurs vont inventer des histoires par rapport au remords de ce robot géant. Certains diront qu'il a peut-être une dette envers Joy Boy car il lui a payé un grec et lui ont jamais remboursé. Mais pas moi, enfin si je l'ai dit. Sait-on jamais peut-être trahison involontaire? Mais vraiment, voir tous les gens s'excuser envers Joy Boy, ça donne l'impression que c'était un tyran. Est-ce qu'il les frappait dès qu'il n'était pas content d'eux, de ce sale éléphant géant? Après, c'est peut-être tout simplement très méta tout ça. Le robot géant s'excuse parce qu'il va y avoir une pause de 3 semaines. Quoi qu'il en soit, l'idée qui me fait triper en ce moment, c'est d'imaginer l'équipage de Joy Boy à l'époque avec un robot géant, un éléphant géant, le Frankie du monsieur et le Chopper du monsieur. Et en plus, Joy Boy qui était peut-être un boucanier ou un géant vu qu'il avait un chapeau géant. Moi, j'y crois. Donc, ouais, ça devait être les Mugi, mais version passée géante dinosaure.
Enfin bref, c'est juste génial, on sent qu'il y a de l'enjeu. C'est pas juste l'histoire de Luffy là, mais c'est l'histoire d'un Luffy qui, en mangeant ce fruit, en l'ayant éveillé, doit juste terminer une mission commencée et changer un univers tout entier. J'ai hâte même juste de voir Luffy apprendre tout ça et se dire non, je suis désolé les gars, moi j'ai pas signé pour ça. Non mais c'est dingue de se dire qu'il aura peut-être comme serviteur ce robot géant Izunesha. Franchement, l'incident d'Egghead, qui pensait à ça? Des probables démons, un démon antique robot géant, les géants qui se ramènent d'ailleurs, les marines, le Buster Call, le scientifique à 100 ans d'avance sur le monde. Tout est là pour marquer les esprits. En plus, ma théorie personnelle, c'est que Vegapunk, il pourrait diffuser des images de ce qui se passe sur l'île, qu'il aurait prévu que donc il y aurait une bataille énorme sur celle-ci si il venait à mourir. Et ce serait justement souhait. Je sais pas si tu te rends compte, t'imagines, t'avances à la télé et tu vois, il y a Macron qui s'est transformé en démon ver de terre géant, Brigitte qui se transformerait en cheval squelette. Mais là, tu pètes ton crâne, c'est pas possible. Enfin bref, tout simplement, en ce moment, je suis hypé. Le lore de One Piece est magnifique. Et globalement, le chapitre 1111 de One Piece est le début d'un grand événement. Zoro a vaincu Lucci avec un Jinbei ayant terminé le travail. Mais alors qu'il se trouve dans le laboratoire où le dernier message de Vegapunk va être diffusé, Mars arrive et ne compte avoir aucune pitié pour les insectes. Luffy, lui, avec les géants, affronte le Gorosei qui, malgré tout, ne subissent aucun dégât. Ce qui est bien mystérieux. Et c'est alors que le robot géant d'Egghead se réveille. Plus grand qu'un géant, sûrement plus fort qu'un géant, et prêt à mystérieusement obtenir le pardon de Joy Boy. Car désormais, Luffy n'est plus simplement un homme que les individus suivent, mais bien une légende qui fera que chacun se dressera face au monde.